Bon, bonjour à tous. Alors, je pense que vous m'entendez tous. L'idée, c'était de réunir l'ensemble des utilisateurs, une partie des utilisateurs de nos bases de données. Donc, l'idée, c'est de, si vous avez besoin de poser des questions durant cette présentation, qui va être tournée sur les nouveautés, les nouvelles données qu'on a intégrées dans la base en début d'année, plus un bilan, un exemple de bilan, le dernier bilan que David et que l'équipe Trendéo a réalisé, qui est réalisé exclusivement à partir de nos données. Euh, donc, si vous avez des questions assez importantes, ou Elisabeth sera là pour les lire, vous pouvez aller sur le mode discussion, le mode chat de la réunion. Euh, voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Elisabeth sera là pour voir si on peut la poser pendant la réunion. Et sinon, de toute façon, on aura 2 sessions de questions-réponses pendant la présentation qui devraient durer pas plus d'1 heure et demie, on a décidé. 1h15. 1 h 15. Et ben voilà, je vous souhaite une bonne présentation et ravi d'avoir organisé ce moment. Vas-y, David. Bien, bonjour. Donc, on va commencer par la présentation des nouvelles fonctions qui ont été ajoutées dans la base il y a 3 semaines environ. Puis, on fera une petite partie questions-réponses. Donc, et ensuite, je présenterai le bilan de l'année 2021 qui vous a été diffusé hier ou que vous pouvez recevoir donc, avec le lien qui vous a été envoyé hier. Alors, sur les nouvelles présentations, il y a 2 types de présentations, d'innovation, enfin de changements dans la base, principalement. Le premier, c'est la notation qualitative des projets industriels spécifiquement, donc l'introduction des critères de l'usine du futur. Et le deuxième, c'est l'utilisation de tags, la création de tags par Trendéo directement, puisque auparavant, les tags, c'était quelque chose qui était propre à chaque compte et que chaque utilisateur pouvait créer pour son usage propre ou pour tous les utilisateurs d'un même compte, d'une même société. Mais là, on a voulu partager des tags pour tout le monde parce qu'il y avait certains tags qu'on entretenait depuis 2009, comme le développement durable, dont on s'est dit que c'était susceptible d'intéresser tout le monde et de faire gagner du temps, notamment pour repérer des filières un peu complexes, puisque l'utilisation principale des tags, c'est de pouvoir identifier des filières ou des groupes de projets et d'informations qui sont difficiles à appréhender avec les secteurs classiques qui sont dans la base, le secteur détaillé et autres. Alors, qu'est-ce que c'est que ces critères usines du futur? Donc, on vous a envoyé une présentation donc, qui vous servira de rappel. C'est quelque chose qu'on a déjà dans notre base mondiale depuis 5 ans, celle qui a été lancée en 2016. Et on a trouvé que c'était intéressant, donc on l'a intégré dans la base France. Avec en plus, on a noté rétrospectivement 1 millier de projets. L'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de repérer dans les investissements industriels, dans la description qui en est faite, 6 critères de l'usine des futurs qui sont la flexibilité de la production, l'utilisation de technologies numériques, les efforts pour l'efficacité énergétique, les efforts pour l'environnement, les efforts sociaux pour les salariés et les efforts territoriaux, c'est-à-dire les liens entre l'entreprise et son territoire. Donc, ça peut être des engagements d'approvisionnement local, des choses comme ça. Donc, l'idée de ces 6 critères, alors c'est qu'on n'est pas agence de notation, donc on va pas faire, notamment on n'interroge pas les entreprises. Donc, l'idée pour nous, c'est de faire ressortir les bonnes pratiques telles qu'elles sont décrites dans les informations qu'on recense. Et on a fait un score qui est 0, 1 ou 2, c'est-à-dire sur chacun des critères, s'il n'y a rien, on mettra 0, donc ça n'apparaît pas. S'il y a des éléments en faveur d'efforts pour l'environnement, de flexibilité de la production ou autre, on va mettre 1, mais ces efforts ne sont pas quantifiés ou ne nous paraissent pas importants. Et on mettra un score de 2 s'il y a une norme qui est visée, les efforts sont ambitieux et chiffrés, ou ça nous paraît particulièrement solide. Donc l'idée, c'est de pouvoir aller du coup rechercher des projets intéressants et qualitatifs et du coup de pouvoir avoir des exemples de bonnes pratiques dans chacun des secteurs. Alors, ces critères-là, très concrètement, ils sont disponibles dans la barre de recherche, à la rubrique opérations.
Donc, vous pouvez aller chercher, par exemple, ici, tous les projets qui ont eu 2 pour l'efficacité énergétique. Donc, on va le faire rapidement. Hop. Voilà. Là, vous avez des projets où il y a des efforts d'efficacité énergétique qui nous ont paru significatifs. Alors, les modifications qui ont été faites sur la fiche, c'est que du coup, ce score apparaît en bas de la fiche maintenant. Vous avez un score de 2 pour l'efficacité énergétique. Il n'y a aucun des 5 autres critères qui a été noté ici. Donc, il y avait une information que sur l'efficacité énergétique. Et le score usine du futur, c'est la somme de tous les scores sur les 6 critères. Donc, si vous avez un projet parfait, en fait, aurait 2 sur chacun des critères, donc il aurait un score de 12. Il n'y en a aucun encore dans la base France et dans notre base mondiale. Depuis, on a noté 24 000 projets depuis 2016. Il y a un projet qui a un score de 12. C'est d'ailleurs un abattoir aux États-Unis. Alors, sur l'efficacité énergétique, vous avez un commentaire usine du futur qui est destiné à isoler les éléments qui nous ont permis de mettre ce score. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Alors, on a rétro-noté, on note les nouveaux projets à partir il y a 3 semaines, de l'introduction de ces critères. Et on a rétro-noté 1 millier de projets, à la demande de la Banque des territoires d'ailleurs. Ce qui fait que vous avez déjà un certain nombre d'exemples de projets sur chacun de ces critères. Vous pouvez aller voir l'utilisation des technologies numériques. Si vous prenez les scores 1 ou 2, par exemple, vous aurez des projets pour lesquels il y a des efforts d'utilisation de technologies numériques. Et donc, vous pouvez aller les regarder un par un. Ce qui me permet d'ailleurs de montrer une deuxième petite modification ergonomique qui a été faite, c'est que quand vous avez une sélection en cours, donc là, j'ai pris tous les projets avec un score 1 ou 2. Au passage, d'ailleurs, vous pouvez créer une alerte. C'est-à-dire ces nouveaux critères peuvent être utilisés pour définir des alertes, donc et pour recevoir les nouveaux projets par mail en utilisant ces critères-là. Et donc, une autre petite modification ergonomique, c'est que quand vous avez une sélection en cours, vous avez ici le compteur qui s'affiche. Et donc, vous pouvez passer d'une fiche à l'autre en sachant où vous êtes dans l'ensemble des fiches. Donc, si vous avez une centaine de fiches à analyser une par une, vous avez un compteur qui permet de vous dire où vous en êtes. Et on vous enverra probablement plutôt pour le bilan de septembre, donc sur le bilan de la première partie de l'année. On vous enverra aussi une synthèse et une analyse, où on vous l'enverra peut-être dans le cours, ça c'est entre-temps, c'est à voir avec la Banque des territoires. On vous enverra probablement une analyse des 1000 premiers projets notés, sachant que on ne note pas, on ne cherche pas à donner des points à tout prix sur une centaine de projets. Généralement, il y a 60 projets qui ne sont pas notés parce qu'il n'y a pas suffisamment d'informations détaillées et une quarantaine de projets pour lesquels on va donner au moins un point. Une autre petite modification ergonomique, je m'empresse de noter, c'est que quand vous avez déjà lu une fiche, le lien de la fiche en mode liste devient clair. Donc, ça vous permet de voir quelles sont les fiches que vous avez déjà ouvertes et celles que vous n'avez jamais vues. Alors, je reviendrai peut-être après sur les scores. Hop. Alors, l'autre modification qu'on a faite, c'est dans la partie tag, de publier pour tout le monde un certain nombre de tags qui sont entrés dès la saisie des fiches par les analystes de Trindéo et qui sont disponibles pour tout le monde. Donc, premier groupe de tags, c'est tout ce qui est développement durable. Alors, les tags développement durable, voilà, je vais les chercher ici. Hop. Ça va chercher, donc là, on a 4600 projets sur 80 000 projets. Ça va chercher tous les projets qui sont liés à 24 filières qui nous semblent liées au développement durable. Donc, il y a le solaire, l'éolien, vous avez toute la liste. Solaire, éolien, géothermie, économie d'énergie pour tous les cabinets de conseil en économie d'énergie. Vous avez le commerce bio, c'est extrêmement varié.
Et ces tags se trouvent ici pour tout le monde. Et chaque fois qu'il y a un tag développement durable, il y a un tag filière à côté qui permet de dire, voilà, c'est telle filière précise parmi la vingtaine de filières développement durable. Donc, FDD, c'est pour filière développement durable, hein. Et là, ce sont les biomatériaux. Biomatériaux, c'est principalement de la chimie. Donc, c'est tout le remplacement des produits chimiques qui étaient auparavant produits par du pétrole, qui sont remplacés par des matériaux bio. D'ailleurs, si vous voulez voir toutes les filières, vous pouvez aller chercher dans les tags FDD. Donc voilà, vous les avez toutes ici. Donc, ferme urbaine et hydroponie, c'était il y a 1 an, on s'est dit que les fermes urbaines allaient être à la mode. Il y a très peu de projets. Donc, certains tags seront peut-être supprimés et on les remettra dans les divers, si jamais ils ne se développent pas autant que ce qu'on pouvait imaginer. Donc, il y a certains tags qui ont très peu de projets, mais qu'on a mis à titre prospectif en se disant que c'était peut-être des secteurs qui allaient prendre de l'ampleur, sachant que dans certains cas, quand on fait des améliorations dans la base, c'est à partir d'une certaine date. Par exemple, on a identifié les startups à partir de 2014 et on n'a pas refait un travail d'identification des startups antérieures. Là, en revanche, pour le développement durable, chaque fois qu'on met un nouveau tag, on va retraiter tout ce qu'il y a depuis 2009 en travaillant à partir de mots-clés ou autres. Donc, normalement, la série développement durable et toutes les informations sur les différentes filières sont complètes depuis 2009. Donc, vous avez les fermes urbaines et l'hydroponie, donc il n'y a pas beaucoup de choses. Capture de carbone aussi, hein, il y en a très peu, mais on s'est dit que ça pouvait d'abord être important et ensuite prendre de l'ampleur. Les renouvelables, c'est pour tous les projets qui sont à la fois éoliens et solaires en général, et pour lesquels on n'a pas pu isoler l'un ou l'autre. Batterie, c'est tous les projets de batterie pour le véhicule électrique. Traitement des déchets, c'est toute la partie traitement des déchets, sachant qu'on y reviendra. C'est parfois pas évident de faire le partage entre le traitement des déchets et le recyclage. Disons que le traitement des déchets, c'est plutôt en amont, le recyclage, c'est plutôt en aval. Mais beaucoup d'entreprises ou de projets parfois sont sur les deux. Donc à nous de voir à chaque fois qu'est-ce qui est l'activité principale, si c'est plutôt côté traitement des déchets ou côté recyclage. Dépollution, beaucoup de projets de dépollution des sols et autres. Jardinage et espaces verts, toutes les jardineries, les projets de murs végétalisés, des choses comme ça. Biomatériaux, donc on l'a vu, hein, c'est le remplacement des produits de la chimie du pétrole, de la pétrochimie par des matériaux verts, la chimie verte principalement. Alimentation bio, c'est tout le commerce bio. Et puis la culture, l'agriculture bio, mais il n'y a pas beaucoup de projets comme dans l'agriculture en général, hein, c'est souvent des fermes individuelles et nous, on a peu de vision là-dessus. Récupération de chaleur, cogénération, stockage de l'énergie, hydrolien, hydrogène. Donc là, vous avez tous les projets hydrogène. Produits divers et mixtes. Ça, mix, c'est tous les gens, cabinets de conseil qui font à la fois du solaire, de l'éolien, des renouvelables, de la biomasse. Donc, on va les mettre en mixte. Et divers, ça, c'est les micro-filières pour lesquelles il y a 1 ou 2 projets. Méthanisation, biomasse et biogaz, c'est une filière pour laquelle il y a beaucoup d'informations régulièrement depuis 2009. Géothermie, aérothermie, solaire, recyclage, éolien, bois chauffage. C'est tous les projets de pellets de bois, chaufferie bois et autres. Véhicules électriques. Donc ça, c'est un qui est en plein essor. Éco-construction, c'est tous les bâtiments, toute l'utilisation du bois dans le bâtiment. Biocarburant, c'était beaucoup en 2009-2010 parce qu'il y avait des appels d'offres publics pour la production de biocarburant. Et économie d'énergie, c'est pas mal de cabinets de conseil pour utiliser moins d'énergie ou avoir une efficacité énergétique plus grande. Donc voilà pour le tag développement durable et on en reviendra dans la partie bilan. On a réalisé une synthèse des projets de développement durable depuis 2009. Alors un autre tag, c'est le tag formation. Formation, ce sont tous les projets pour lesquels les entreprises soit indiquent qu'elles ont monté une formation interne, soit indiquent qu'elles ont des difficultés de recrutement, donc un besoin de formation. Mais donc, c'est tous les projets pour lesquels
il y a un volet formation qui est mentionné. Alors, je n'ai pas enlevé le tag développement durable. Tac. Je vais l'enlever. Hop. Voilà. Là, on a 21 projets. Ça, on n'a pas repassé les informations depuis 2009 sur ce tag-là, donc c'est uniquement depuis 3 semaines. Mais là, voilà, ça va mentionner que les personnes seront formées dans l'entreprise, par exemple. Ça, c'est des informations qui peuvent intéresser certains de nos utilisateurs qui sont dans le domaine des RH, des OPCO notamment. Ensuite, développement international. Ça, c'est un tag qui intéressera spécifiquement les agences de développement. Et celui-ci existe donc depuis 2009, ce sont toutes les entreprises qui disent qu'elles investissent pour exporter plus ou qu'elles ont l'intention de se développer directement en ouvrant des bureaux à l'étranger. Donc là, ça permet de repérer les entreprises en cours de développement international de façon pratique. Voilà pour les principaux tags. Alors, on réfléchit à un tag innovation et un tag haute technologie. On est en train de les définir et puis on les appliquera. On vous tiendra au courant, mais ce sera probablement avant la fin de l'année. Voilà pour les tags et la notation usine du futur. Ah oui, la dernière modification qu'on a faite, c'est qu'on a un peu structuré la partie levée de fonds. Donc, au lieu de dire simplement de mettre un 1 pour indiquer qu'il y a une levée de fonds, on a distingué les différents niveaux de levée de fonds. Et donc, voilà, c'est ici. Hop. On a la première levée de fonds, amorçage, seed, série A, c'est la première levée structurée. Ça correspond aussi à des montants. Généralement, l'amorçage, c'est en dessous d'1 million d'euros, la série A au-dessus, mais enfin, il y a des exceptions. Donc, il peut y avoir en amorçage des entreprises qui lèvent 2-3 millions d'euros. On en a rentré une cette semaine. Et donc, ça permet d'aller chercher différents niveaux de levée de fonds. Donc, c'est une approche un peu plus financière. Et puis, il nous arrivait parfois de mettre des entreprises qui étaient en recherche de fonds, mais ce n'était pas encore bouclé, on ne savait pas très bien. Et donc là, on les a isolés. Ce qui peut être intéressant aussi pour aller repérer des entreprises qui sont en recherche de fonds. Voilà. Et donc, elles n'ont pas annoncé une levée de fonds, mais elles en cherchent. Voilà un petit peu pour les principales améliorations. Donc, je suis passé assez rapidement, mais peut-être que notamment dans la description des filières développement durable, on y reviendra dans la présentation du bilan. David, Oui. Juste, je crois qu'on a aussi les tags filière aéronautique et automobile. Peut-être parler 2 secondes. J'oublie ces deux tags, effectivement. Alors, les tags filière automobile et filière aéronautique, ce sont des tags qui permettent d'élargir un petit peu la recherche. Quand on travaille sur le secteur automobile, on va chercher le secteur 29, secteur détaillé 29, ça correspond à la division 29 du code NAF. Et nous, depuis 2009, on entretenait un tag automobile qui permet d'aller chercher de façon plus large les sous-traitants de la filière. Donc, alors, il ne suffit pas d'être un sous-traitant occasionnel. Vraiment, on met dans la filière automobile les sous-traitants qui travaillent à plus de 50% pour le secteur. Donc là, bon, celui-là est dans l'industrie automobile, mais ça permet d'aller chercher à peu près 40% d'informations en plus. Voilà, là, on a des gens qui sont dans les produits métalliques divers, donc en secteur détaillé. Donc, si vous faites une recherche sur le secteur automobile, vous n'aurez pas cette info. Et pourtant, c'est clairement une entreprise qui travaille pour l'automobile. Donc là, ce tag automobile,
filière automobile va permettre d'avoir une vision un peu plus large de la filière automobile. Donc, si on prend par exemple toutes les infos de la filière automobile depuis 2009, et ce tag inclut donc les entreprises du secteur 29, hein, c'est vraiment une vision large. Là, on a 3000 infos avec 94 000 emplois créés, 160 000 emplois supprimés. Et si on prend non plus ce tag, mais juste le secteur automobile, le secteur 29, hop. Voilà, on a moitié moins d'informations. Donc c'est un tag qui permet d'avoir une vision plus large du secteur, d'aller chercher des sous-traitants. Et vous avez la même chose, donc vous avez un tag également sur l'aéronautique. Donc vous avez un tag qui permet d'aller chercher des sous-traitants d'Airbus et autres constructeurs automobiles. Voilà. Y compris d'ailleurs de l'ingénierie ou des gens qui sont dans les services. Voilà pour la présentation des nouvelles fonctionnalités. Est-ce qu'il y a des questions sur l'utilisation de la base, sur l'utilisation de ces nouvelles fonctions? Alors pour le moment, il n'y a pas de questions en tout cas sur la discussion. Par contre, bon, on est une 17, on est un peu moins de 20. Donc bon, s'il y a des gens qui veulent utiliser leur micro, Oui, oui. n'hésitez pas, sentez-vous libre de poser des questions directement, c'est peut-être l'occasion. Avant la présentation. Oui. Avant le bilan, pardon, avant de passer à l'exploitation des données et au graphique. Bon, pas de questions. S'il y en a d'autres, s'il y a d'autres questions qui vous viennent pendant la présentation du bilan, on pourra les reposer à la fin et aborder ce sujet à la fin. Bon, et de toute façon, vous avez tous mon contact, je pense, paul.lafont@trendeo.net. Vous pouvez aussi directement dans une fiche envoyer un commentaire à l'équipe Trendeo. Si vous pouvez aussi passer par ce mode-là. Si vous avez des questions un peu techniques ou des questions sur les données, sur les tags ou sur les scores usines du futur, David va vous montrer. Ici, là, il y a en haut à droite, envoie un commentaire. Nous, on a tout de suite un retour sur ces messages-là. Donc n'hésitez pas. Voilà, alors le bilan de l'année 2021, donc on fait depuis 2009 à peu près 2 fois par an un point d'actualité sur les résultats de nos données pour la période précédente, en les mettant en perspective. Donc on essaie un petit peu de varier les angles à chaque fois, de varier les sujets, mais s'il y a certains sujets qui n'ont pas été traités ou que vous aimeriez voir traités, notamment dans la prochaine édition, n'hésitez pas à nous faire des suggestions. On en tiendra compte et on les rajoutera, on les intégrera dans la réalisation de notre prochaine analyse. Alors, donc, premier tableau, c'est une vision assez large sur l'évolution des créations d'emplois depuis 2009, les suppressions d'emplois. Et ce qu'on voit ici sur le troisième tableau, c'est le solde net des créations et des suppressions d'emplois. Et ce qu'on voit en 2021, c'est que c'est la meilleure année depuis 2009. Avec des créations d'emplois qui ne sont pas tout à fait à leur maximum, mais des suppressions d'emplois qui sont à leur point le plus bas, et au final un solde net qui est au niveau le plus élevé. Alors, sachant qu'on a une corrélation qui est relativement bonne avec les données trimestrielles de l'INSEE, et qui est encore meilleure, on s'en est rendu compte il y a 1 mois et demi, sur l'industrie. Sur l'industrie, on a une corrélation très forte parce que les projets industriels sont plus visibles, sont plus importants, donc sont plus faciles à collecter. Et donc là, on a une visibilité encore meilleure. Mais globalement, on a une bonne corrélation avec les statistiques publiques.
Un point qu'on a remarqué, c'est que les statistiques publiques sur l'industrie, souvent ne tiennent pas compte de l'intérim, donc sous-estiment un peu la performance de l'industrie. En tout cas, c'était assez flagrant sur l'année 2021, puisque les commentaires suite à la publication de l'INSEE début mars, c'était de dire que l'industrie était un peu stagnante ou un petit peu en retard des autres secteurs, mais ça ne tenait pas compte du fait que 30% des emplois intérim sont dans l'industrie. Donc il y a probablement une reprise dans l'industrie qui est un peu plus forte que ce que les commentaires de l'INSEE, en tout cas début mars, laissent à penser. Et on a rajouté ce tableau en bas à droite avec les données trimestrielles pour montrer que sur le premier trimestre 2022, la tendance n'est pas à la baisse. Donc, c'est un peu contre-intuitif par rapport à tous les problèmes type reprise de l'inflation et agression russe en Ukraine. Mais on a un premier trimestre 2022 qui reste très bien orienté. Alors ce tableau donc reprend donc on utilise plusieurs types de description des secteurs, hein, dans la base. Donc vous avez les secteurs classiques de l'INSEE à plusieurs niveaux, le code APE, la division qu'on a, nous, rebaptisée secteur détaillé, et puis les branches qu'on a appelées secteur agrégé. Donc ça, c'est la nomenclature classique de l'INSEE. Et puis vous avez le type d'activité du site qui correspond un peu à la forme du site. Est-ce que on réalise de la production industrielle, du service, de la logistique, est-ce que c'est un point de vente? Ce qui permet d'avoir une vision un peu transversale sur les sujets recherche-développement, par exemple, puisque là, on va chercher la recherche-développement dans tous les secteurs. Ou en sens inverse, quand on prend le secteur automobile, par exemple, de bien distinguer les projets industriels dans l'automobile, les services pour Renault Banque, les activités logistiques, etc. Et il y a cette catégorie numérique qu'on a rajoutée il y a 3 ans, qui permet de distinguer toutes les activités qui sont faites autour du code, du logiciel, et donc qui est en forte augmentation. Et donc ça, l'activité numérique, on l'a reprise, hein, depuis 2009. On a retraité l'ensemble des projets. C'était principalement des projets qui étaient dans la service et qu'on a reclassés en numérique. Donc en 2009, c'était en déficit principalement parce que c'était les opérateurs télécoms aussi qui ont licencié pas mal de monde. Et on voit que on y reviendra, un type d'activité qui est en forte hausse. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'industrie qui était assez souvent en bas de tableau, en tout cas dans les premières parties, dans les premières années du lancement de notre base de données, se retrouve maintenant en très bonne position, avec ensuite les services, la logistique, les points de vente en 2021, qui ont perdu 10 000 emplois en 2020, donc, mais qui se reprennent en 2021. La R&D qui était en négatif en 2020 et qui se reprend en 2021 également. La production d'énergie, qui est à un niveau correct. Les centres d'appel, l'hébergement de serveurs qu'on pourrait rattacher au numérique assez facilement, mais comme c'est des projets très atypiques, on avait voulu les isoler. La production agricole sur laquelle on a une visibilité qui est relativement faible, hein, parce que c'est souvent des exploitations individuelles. Donc là, c'est un secteur que clairement on sous-estime. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est activité de siège, quartiers généraux, services internes, services administratifs internes des entreprises, supprime des emplois régulièrement chaque année depuis 2009, ce qui montre que les entreprises ont toujours des objectifs de compétitivité et d'amélioration de leur rentabilité. Et ça vient des grands groupes, hein, principalement, donc qui reste important. Le classement des secteurs industriels, donc ça, c'est au sein de l'activité industrielle, hein, qui est ici, donc les 32 000 emplois nets de 2021. On a décomposé ça par secteur. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que en 2021, ce sont les industries du cuir et de la chaussure qui sont au premier rang. Donc, c'est tous des projets de 150, 250 emplois, de presque artisanaux, qui s'installent souvent dans des zones rurales ou périurbaines. Et ça, c'est une dynamique qu'on avait repérée depuis 2009, mais c'était généralement 200, 300, 600 emplois par an. Et là, en 2021, ça se place au numéro 1. Derrière les industries alimentaires, les équipements électriques, le matériel informatique
électronique et optique, les produits métalliques divers, l'automobile qui repasse en positif. Et puis tout en bas, on a la métallurgie, la fabrication de produits en caoutchouc, la boisson. Mais on a, ce qui est important et relativement impressionnant, c'est qu'on n'a aucun secteur en 2021 qui est en forte perte. Et alors qu'en 2020, par exemple, on voit notamment que l'aéronautique avait perdu 12 000 postes. Donc, et repassé en positif en 2021. Donc là, il y a un redressement industriel qui est assez spectaculaire en 2021. Ça, David, juste une petite question qui est importante. Qu'entend-on par production de services? Est-ce que tu pourrais donner des exemples? La production de services, c'est tout ce qui est emploi à domicile. Vous êtes dans la banque, finance. Vraiment, le numérique, c'est tout ce qui se fait autour du logiciel, principalement toutes les plateformes, le développement de logiciels. La production de services, c'est un peu tout le reste. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un vaste fourre-tout un peu qui était les services en général, et on a voulu extraire le numérique parce que ça nous a semblé assez spécifique, mais c'est vrai qu'il reste beaucoup de choses dans les services. On peut, quand on va dans la base, il suffit d'aller regarder, d'aller chercher ici. On va faire un peu un exercice pratique. On va prendre ici tout ce qui est production de services depuis 2009. Et on peut aller regarder avec la partie graphique. Là, on a la répartition par région, mais on peut aller chercher par secteur détaillé. Voilà. Donc, on a du logiciel. Alors, on a laissé en service tout ce qui est logiciel, tout ce qui est conseil en logiciel, en fait. C'est à moitié du conseil et à moitié du numérique. Donc, il reste pas mal de logiciels dans les services. Il y a de la restauration, de l'ingénierie, des services à la personne, des services à domicile. Donc, c'est extrêmement varié. Il y a des secteurs à très forte valeur ajoutée et d'autres valeurs ajoutées plus faibles, loisirs et sport, conseil en gestion. Voilà. Donc, il reste encore beaucoup de secteurs dans les activités de service. Ça, c'est un graphique que j'avais réalisé pour la Banque des Territoires, pour un séminaire qu'on a animé sur la reconquête industrielle. C'était pour voir la décomposition des emplois nets, de la totalité des emplois nets, création et suppression d'emplois recensés dans la base entre 2009 et 2022. Donc, au total, on a 441 565 emplois nets créés dans la base. À peu près tous les types d'activités sont en positif. Donc, les services ont contribué pour 175 000 emplois, les points de vente pour 134 000 emplois, le numérique, la logistique, la R&D. Et il y a deux types d'activités qui sont négatifs sur l'ensemble de la période 2009-2022, l'industrie et les quartiers généraux, services internes. Donc, on a vu dans le tableau précédent que les services internes, quartiers généraux restent en négatif, mais en revanche, l'industrie est en positif à peu près depuis 5-6 ans. Et ça, c'est aussi un intérêt de la base. Donc, on a fait cette analyse aussi. Sur moyenne période, on a pris que les créations d'emplois et pas les suppressions d'emplois. Donc, c'est un petit peu pour voir la dynamique des créations. On a fait 2 périodes de 6 ans, donc 2010-2015 et 2016-2021. Donc, pour illustrer un petit peu notamment la reprise de l'industrie, on ne voit pas que ça dans ce graphique. Et donc, on a pris 2 périodes de 6 ans qu'on a comparées. Et ce qu'on voit, c'est que les services qu'on a défini tout à l'heure, dont on a vu le contenu, ont baissé de 27%. Les créations d'emplois dans les services entre ces 2 périodes, en 12 ans, ont baissé de 27%. Alors que les emplois pour la production industrielle et l'énergie, c'est assez faible comme progression, donc c'est principalement la production industrielle, ont augmenté de 23%. L'activité numérique, 320%, donc on est passé de 15 000 emplois par an, de 15 000 emplois sur la totalité des 6 premières années, à près de 100 000 emplois. Les points de vente ont baissé de 28%. La logistique a doublé. La R&D a un peu baissé. A modulé par l'essor des startups. Notamment, je pense qu'une partie de
les grands groupes notamment, qui étaient ceux qui avaient les moyens d'ouvrir des centres de R&D principalement, ont probablement moins accentué la R&D et plus misé sur le rachat de startups. Donc probablement le fort développement des startups a compensé un petit peu la baisse de la R&D. Les activités de siège, donc on l'a vu, baisse de 38% des créations d'emplois entre les deux périodes, et la production agricole baisse de 32%. Mais c'est un secteur sur lequel on n'a pas une grande visibilité. Voilà, alors ce qui est intéressant, donc c'est un petit peu cette montée de l'industrie, probablement aussi le fait que la baisse des points de vente est compensée par l'essor de la logistique, c'est-à-dire c'est vraiment le développement du e-commerce, donc moins de magasins et plus de ventes en ligne, donc c'est le numérique et de logistique. Et puis ce lien aussi entre la R&D et les startups. Ça, c'est une analyse du numérique. Donc, on en parlait tout à l'heure. On a isolé au sein du numérique tout ce qui est au sein des services, pardon, tout ce qui est numérique qui se fait en ligne, etc., le logiciel. Et donc ça, c'est une décomposition par secteur des activités numériques, alors dont on voit, pardon, sur le graphique à droite, la progression extrêmement forte depuis 2009, où c'était donc en négatif du fait des suppressions d'emplois dans les opérateurs télécoms. Et on passe jusqu'à près de 35 000 emplois nets en 2021. Donc ça fait une progression qui est extrêmement forte. Et si on regarde sur les emplois 2021, la répartition par secteur, on a le logiciel en numéro 1, mais la banque, assurance et services auxiliaires, donc c'est les fintech, en numéro 2, avec 13% des emplois, services juridiques et comptables ensuite, la restauration, donc Just Eat, ex The Fork, ex La Fourchette, etc. Publicité, études de marché. Et d'ailleurs, ce qui me permet de revenir à la base de données, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que pour aller chercher tout ce qui est fintech et autres, vous pouvez croiser à la fois le type d'activité numérique qui est ici, et aller chercher les secteurs banque, finance et assurance. Donc là, vous aurez tous les gens qui viennent, entre guillemets, disrupter ce secteur-là. C'est-à-dire en croisant le type d'activité numérique et la nomenclature de secteurs traditionnels. Par exemple, si vous prenez aussi les services immobiliers et le numérique, vous aurez toutes les agences en ligne, enfin les gens qui n'ont pas de réseau justement et qui font toutes les plateformes de transactions immobilières. Donc là, on voit, on a quand même sur les fintech, on a 544 informations. Il y en a tous les jours, donc il y en a déjà une aujourd'hui, une hier. C'est un secteur assez développé. Voilà, je retourne au bilan. Voilà, donc un bon moyen de regarder un petit peu l'évolution de tout ce qui se passe en ligne. La reprise dans l'aéronautique, donc ça c'est sur ce graphique, vous avez en bleu le solde net trimestriel des emplois dans l'aéronautique. Donc on voit le gros des annonces de suppression d'emplois du deuxième et troisième trimestre 2020. Et puis une reprise avec, j'ai mis le premier trimestre 2022 parce qu'il y a pas mal de projets, notamment sur l'avion électrique ou hybride, qui ont été annoncés au premier trimestre. Donc il y a une reprise dans l'aéronautique qui est certaine. Et en vert, ce sont les emplois cumulés. Donc on voit quand même que le secteur aéronautique représentait un millier d'emplois nets chaque année depuis 2009. Et tout a été quasiment effacé en 2020, avec une reprise en 2021 et 2022 qui est pas mauvaise. Alors, autre secteur qui nous a paru intéressant et qui illustre aussi les questions un petit peu de nomenclature et de secteur. Si on regarde la seule pharmacie depuis 2009, c'est en rouge, c'est un secteur qui est plutôt en négatif, sauf en 2021 où les aides de l'État notamment ont permis de faire des projets de relocalisation d'activités, de favoriser l'encouragement dans ce secteur, mais c'est souvent des projets qui sont pas très grands non plus, de 40-50 emplois.
Et donc, globalement, sur le graphique de gauche, on voit que la pharmacie a plutôt perdu près de 3500 emplois de 2013 à 2021. Je n'ai pas pris la partie 2009-2013. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, les biotech identifiées avant 2013, puisqu'on ne prenait pas le code APE qui permet d'identifier en fait les biotech. Donc, pour pouvoir comparer les deux, j'ai pris des données qu'à partir de 2013. Et donc, les biotech, c'est un secteur qu'on peut identifier avec le code APE. Donc, le code APE, c'est le niveau le plus fin de la nomenclature de l'INSEE, qui est en 700 positions. Il est souvent très compliqué à utiliser parce qu'il est très fin, mais pour les biotech, ça marche assez bien. Donc, si vous allez chercher voilà, le secteur 7211Z dans le code APE, vous avez tout ce qui est recherche-développement en biotechnologie. Donc là, vous avez les biotech. Et comme j'ai laissé l'activité du site numérique, évidemment, vous n'avez pas toutes les informations, mais je vais l'enlever. Voilà. Donc là, vous avez 620 biotech donc depuis 2014. Que vous pouvez analyser. Voilà. Ça, c'est par maison mère ou par entreprise. Donc, il y avait État français, c'est parce que c'est le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, LVMH Recherche, etc. Et donc, si on regarde ces biotech, elles sont positives chaque année depuis 2009. Et elles compensent assez régulièrement les pertes d'emploi dans la pharmacie. Et donc, globalement, l'ensemble pharmacie plus biotech, donc plutôt les industries de la santé, est plutôt en positif depuis 2009. Le micro est coupé, David, on ne vous entend plus. Merci. C'est bon? Alors, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, sur les biotech, ce qui est intéressant aussi de voir quand on les regarde une par une, c'est que certaines biotech, entre guillemets, vieilles, ont le même comportement que des entreprises du secteur de la pharmacie classique, c'est-à-dire qu'elles commencent à créer des usines, à éventuellement quitter des implantations très métropolitaines pour aller s'installer dans des villes moyennes. Donc, il y a une certaine perméabilité entre les deux secteurs qui rend utile le fait de les considérer ensemble. Ça, ce sont des données sur la dynamique des usines. Alors, les usines, hein, ça n'existe pas et dans la base, vous ne pouvez pas aller les chercher de façon… Enfin, elles ne sont pas identifiées en tant que telles. Donc, on a appelé usines tous les projets dans la production industrielle et la production d'énergie, avec des fermetures ou des ouvertures de sites, donc pas les réductions d'effectifs ni les extensions de sites, avec au moins 10 emplois, donc créés ou supprimés. Et donc, on décompte ce type d'opération, donc ouverture ou fermeture d'usine depuis 2009, ce qui permet d'avoir une vision de la dynamique, avec les scores annuels en jaune, les données trimestrielles en vert. Donc, on voit qu'on est positif depuis 2021. Avec un solde annuel 2021 en jaune qui est à 120, donc qui est très fort. Et puis un total de pertes d'usines cumulées en bleu qui reste fort, c'est l'échelle de gauche. Hein. On a perdu près de 450 usines depuis 2009, mais on voit qu'on est quand même sur une dynamique de rattrapage. D'abord depuis 2016 et puis de façon plus accélérée en 2021. Et sur le graphique trimestriel en bas à droite, on voit que les créations d'emplois sont nettement au-dessus des fermetures, y compris, la tendance reste bonne au premier trimestre. Relocalisation et délocalisation. Là, on voit le décompte de ces opérations hein, que vous pouvez aller rechercher directement vous-même dans la base, hein, puisque c'est dans la rubrique opérations. Vous pouvez aller chercher de façon spécifique les délocalisations ou les relocalisations. D'ailleurs, si vous cherchez à la fois délocalisation et relocalisation, vous n'obtiendrez rien, puisqu'en fait, si vous mettez les deux critères de recherche, la base va aller chercher des projets qui sont à la fois délocalisation et relocalisation. C'est un « et » logique et pas un « ou ». Donc, vous n'aurez pas de résultat. Donc, il faut chercher d'abord les uns, puis les autres.
pour avoir une idée. Donc, ce qu'on voit, c'est que globalement, le nombre de délocalisations baisse beaucoup depuis 2009 de façon régulière. En sens inverse, les relocalisations ont beaucoup augmenté, et notamment de façon très directe avec le plan France Relance en septembre 2020. Et puis une petite baisse au premier trimestre 2022. Donc, on se pose la question de savoir si c'est le plan France Relance qui perd d'intensité avec les enveloppes qui ont déjà été dépensées, mais un niveau qui reste quand même au double de la moyenne des périodes antérieures. Ce qu'on voit aussi sur le graphique du milieu en bas, c'est que les pertes cumulées par délocalisation sont nettement plus élevées que les gains de la relocalisation. Mais voilà, la tendance est à ses débuts pour les relocalisations, donc à voir ce que ça va donner. Et là, vous avez l'évolution des relocalisations en nombre annuel. Le développement durable, on en a parlé tout à l'heure, donc ça c'est la décomposition année par année. Vous avez l'ensemble des filières développement durable à gauche, et vous avez année par année le nombre net d'emplois sur chacune de ces filières. Et c'est classé en fonction du total de 2021, ce qui permet de montrer un petit peu une balance entre les années 2009-2011, où c'était le solaire, l'éolien qui faisait, alors on voit en rouge, en vert intense, pardon, l'éolien en 2012 qui est très fort. Ça, c'est toutes les annonces sur le plan de construction d'éoliennes offshore. Mais globalement, en 2021, c'est le recyclage, l'hydrogène, le véhicule électrique qui prennent le relais, avec le solaire qui est revenu en 2020, notamment avec les projets Grand Est de fabrication de panneaux solaires, et puis les projets de batterie aussi en 2020. Mais il y a eu des grands projets annoncés en 2020, il n'y a pas eu de grands projets avec plusieurs milliers d'emplois équivalents en 2021. Et voilà, globalement, à droite, vous avez la toute dernière colonne, c'est le total des emplois de 2009 à 2021 par filière. Donc, sur l'ensemble de la période, c'est l'éolien qui reste en numéro 1, voilà, même s'il a tendance un petit peu à diminuer. Alors là, c'est un focus sur certaines de ces filières. Donc, en vert, vous avez l'évolution de l'ensemble des emplois liés au développement durable de 2009 à 2021. Donc, on voit quand même à la fois l'impact des grands projets en 2020, où donc le chiffre et le niveau était à son point le plus élevé, et une petite baisse en 2021, c'est lié au fait qu'il y a moins de grands projets, notamment sur le secteur batterie véhicule électrique, l'ensemble batterie véhicule électrique qu'on voit en dessous, donc où il y a eu des grands projets de batterie notamment qui ont été annoncés fin 2020. Pas de projet équivalent en 2021. À droite, vous avez recyclage et traitement des déchets qu'on pourrait regrouper ensemble et pour avoir une approximation de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et donc, on voit qu'on atteint un point haut en 2021 avec une forte accélération. Donc, ça, c'est probablement une filière prometteuse. Et puis, toutes les filières liées à l'énergie, où on voit 2020-2021, le solaire qui revient. On voit l'hydrogène qui commence à monter un petit peu en bleu. Et voilà, mais il n'y a pas une tendance à l'augmentation qui est forte. Il y a eu une baisse du solaire importante et de l'éolien après la baisse des tarifs de rachat, c'était sur le solaire, en 2012. Donc voilà, il y a un peu des vagues. Et puis il y a la méthanisation qui fait en jaune, qui fait chaque année 500 emplois, avec une caractéristique, c'est qu'il y a très peu de projets de fabrication de matériel pour la méthanisation. C'est vraiment des projets de fabrication de gaz à partir de déchets organiques. Mais on trouve très peu de traces de projets de fabricants de cuves de méthanisation ou autres. Ici, on est passé sur la partie levée de fonds et start-up. Donc, ce qui est important, c'est de noter en 2021 un montant record pour les levées de fonds. Donc, il y a eu de très grosses levées de fonds en 2021, à commencer par Sora à 600 et quelques. David, oui. David, je te coupe juste c'est intéressant sur les filières de développement durable. Il y a une question sur le nucléaire. On ne considère pas ça comme du développement durable, non? Alors, à titre personnel, j'aurais bien mis le nucléaire dans le développement durable, mais je pense que c'est trop orthogonal par rapport à la définition classique du secteur. Ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est que sur le nucléaire, c'est vrai que ça nécessiterait
une recherche spécifique lorsque il y a les grands projets nucléaires, donc c'est de la fabrication de centrales ou autres, et puis il y a beaucoup de sous-traitants, donc c'est une approche qui mériterait d'être faite comme pour la filière aéronautique ou la filière automobile, parce que ça va chercher dans un peu tous les secteurs. Mais c'est vrai qu'on pourrait y réfléchir, notamment quand vont être annoncés de façon concrète les projets de nouveaux réacteurs. Donc là, vous avez les levées de fonds, création d'emplois, ce qui me fait remarquer qu'on a oublié de mettre une répartition entre amorçage, série A, série B, etc. Mais vous pouvez déjà le faire dans la base. Et puis ce qu'on voit aussi, donc en 2021, un doublement de la moyenne des levées de fonds, mais c'est lié au fait qu'il y a de très grosses levées de fonds. Et on a identifié les 20 premières startups pour les créations d'emplois annoncées en 2021. Là, on a mis un tableau avec les créations d'emplois par région. Donc ça, c'est que les créations d'emplois. Donc vous n'avez pas les suppressions d'emplois. L'Île-de-France était au premier rang en 2020 et le reste en 2021. L'Occitanie gagne 5 places avec probablement la reprise de la filière aéronautique. Donc voilà, ça c'est un peu une analyse région par région. Et en dessous, dans les commentaires, on a mis pour chaque région le premier secteur en 2021 ou des commentaires sur les secteurs en progression. C'est une carte des grands projets 2021. Donc on a mis là, c'est un mélange entre les plus grands projets en termes de création d'emplois et en montant investi. Donc ça permet de voir un petit peu en matière de grands projets qu'est-ce qui se fait en ce moment. Donc on voit l'importance de la logistique. On a 4 grands projets logistiques parmi ces 15 projets. On a des projets dans les nouvelles énergies et puis les nouvelles mobilités, hydrogène, véhicules électriques. On a un peu de recherche-développement, donc les batteries Sanofi à Lyon, même s'ils ont d'ailleurs en net continué à supprimer des emplois plus tôt l'an dernier de mémoire. Et puis ce qui est intéressant aussi, des projets avec de gros investissements capitalistiques, pas beaucoup d'emplois créés, mais pour des industries entre guillemets classiques qui modernisent leur production. Donc Gascogne papier, Eurenco pour des explosifs, Vorwerk, c'est plutôt des augmentations de capacité, et c'est d'ailleurs un projet intéressant parce que c'est une société allemande qui produit en France des robots ménagers. Voilà un petit peu pour les grands projets de l'année 2021. Et là, c'est un tableau qui est un des plus compliqués qu'on ait fait, mais qui est probablement un des résultats les plus intéressants avec nos données. On a découpé les zones d'emploi françaises en 5 groupes qui représentent le même pourcentage de la population. Et on a classé les zones d'emploi par taille. Donc dans le groupe 1, vous avez les 3 premières zones d'emploi qui font 20% de la population occupée en 2015. Donc c'est Paris, Lyon et Toulouse. Et la population en moyenne employée pour chacune de ces zones, c'est 1 800 000 personnes. Et à l'autre bout, vous avez le groupe 5, qui fait aussi 20% de la population employée, dans lequel vous avez 211 zones d'emploi et qui ont une population moyenne de 25 000 personnes. Donc vous avez une disproportion extrêmement forte entre ces zones hyper métropolitaines du groupe 1 et les zones rurales du groupe 5. Et donc on a pris nos types d'activités, production de services, production industrielle, point de vente, logistique, etc. Et on a regardé dans l'ensemble des créations d'emplois depuis 2009, où est-ce que ces créations d'emplois allaient se localiser dans chacune de ces zones. Et on voit que les services vont se mettre à 30% dans les zones de rang 1, alors qu'il y a 20% de la population active, hein, et en sens inverse, vont se mettre à 14% dans le rural. Donc c'est plutôt une logique urbaine, mais ce n'est pas non plus une polarisation extrêmement forte. Si on regarde le numérique, qui est le secteur le plus polarisé, vous avez 52% 53% presque des emplois numériques qui vont se mettre dans les 3 zones du groupe 1. Et ensuite, c'est décroissant de façon linéaire jusqu'à 3% dans les zones rurales.
Donc, c'est une façon de dire aussi que prospecter des entreprises du secteur numérique quand on fait partie des zones d'emploi rurales, entre guillemets, ça veut dire qu'il faut bien choisir sa cible parce qu'il y a 17 fois moins d'emplois qui vont se mettre dans ces zones-là que dans les zones hyper métropolitaines. Donc, si on regarde un petit peu ensuite l'ensemble des sites, en fait, vous avez 3 groupes. Vous avez les groupes un peu plutôt urbains ou très urbains, comme le numérique, les activités de siège, les services, donc qui ont plutôt un tropisme très grande zone d'activité. Et puis, vous avez l'industrie qui a la forme exactement inverse, c'est-à-dire que c'est presque linéaire. Vous avez 33% dans les zones avec une moyenne de 89 000 personnes et 28% dans les zones très rurales. Alors qu'il y a 6% des emplois créés dans la production industrielle qui vont se mettre dans les zones de rang 1. Et encore, je pense que si on enlevait Toulouse et l'aéronautique, on enlèverait une bonne partie de ces emplois-là. Donc là, c'est plutôt des typologies de projets qui sont allergiques aux métropoles et pour lesquelles les villes moyennes ont plutôt une bonne chance. Et puis, vous avez les activités, notamment les centres d'appel, qui sont un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'elles évitent les métropoles, les activités pareil pour la production d'énergie, mais elles vont au maximum là où elles sont le plus présentes, c'est dans les zones de rang 3, donc les villes moyennes. Voilà un petit peu pour ces données qu'on a produites pour un séminaire et qui m'a semblé intéressant de retranscrire ici. Voilà, ça c'est le reste du document. Donc voilà pour la présentation des données 2021. Donc on est intéressé par vos retours, par vos questions tout de suite évidemment, et puis aussi par vos suggestions pour les prochaines éditions. Puisque on a décidé aussi d'une part, c'est une décision commerciale, c'est-à-dire que ces documents de synthèse, ces notes qu'on produisait 2 fois par an, on les diffusait assez largement pour faire connaître la société et on les diffuse à la presse. Donc, on va continuer à les diffuser à la presse, mais on a décidé de les réserver à nos clients avec l'idée que c'était un complément de l'abonnement et qu'il n'y avait pas de raison d'en faire bénéficier les gens qui ne sont pas abonnés. Et du coup, on s'est dit aussi que, puisque c'était réservé à nos clients, on pouvait plus facilement faire des séminaires ou des webinaires de présentation sous forme de questions-réponses. Voilà pour la présentation de cette nouveauté aussi commerciale. Est-ce qu'il y a des questions, Elisabeth ? Pour le moment, on n'a pas de questions spécifiques, juste une demande d'envoi justement de cette présentation. Ouais. Tu viens d'en parler. Ok. Donc, si tu me diras qui a souhaité la recevoir. Oui, pardon, c'est moi qui ai fait la demande pour l'Occitanie ad hoc. Salut Frédéric. Alors, je voulais remercier parce que c'est un rapport assez riche que je suis le seul de l'équipe là présent, que je voudrais partager parce qu'il y a pas mal d'éléments. Okay. Et nous, comme les autres régions, ou agences régionales, on a mené des analyses, fait faire des études par des cabinets, etc. Donc, on a d'autres données par ailleurs. Donc, ça nous intéresse aussi de confronter ça avec des données liées aux entreprises, parce que souvent, donc ça permet d'enrichir un peu l'analyse et ce qu'on peut en tirer. Et puis, bon, après, au passage, je note vous dites que l'Occitanie gagne 5 places, on passe sur la 2e région, c'est flatteur. Après, l'analyse sur une année, moi qui suis économiste de formation, je me méfie un peu, mais ouais. C'est toujours bien à entendre, on va dire. Non, mais c'est tout à fait vrai. Hein. C'est-à-dire que d'une année à l'autre, le poids des grands projets peut jouer. Donc, effectivement, pour une autre présentation, on fera probablement une comparaison sur 2 périodes de 6 ans qui est plus importante en fait, pour voir les évolutions un peu structurées. Après, nous, on est une région comme très typée aéronautique. Du coup, quand ça tousse, on est en queue de classement. Et là, il y a une reprise, donc on est revenu dans le peloton de tête.
Et je pense que si je peux rajouter un point là-dessus, c'est que ce que je crois, c'est qu'avec la reprise de l'industrie, on a, disons qu'en 2009, 2015, 2016, on avait globalement le nord-est et l'ancienne Banane Bleue qui souffraient plutôt, et notamment des pertes d'emplois industriels. Et probablement avec la reprise de l'industrie, ça repositionne un petit peu les régions comme le Grand Est, les Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes aussi, qui ont aussi une forte présence d'industrie qui avait beaucoup souffert. L'Occitanie étant à part, effectivement, puisque l'aéronautique avait été épargnée par la crise des années 2009-2010. On a bien sûr la même demande, hein, mais pour Lille cette fois-ci, donc pour les Hauts-de-France. Sans problème. En fait, on a envoyé hier un lien, mais vous l'avez peut-être pas tous su, qui permettait de demander le rapport, mais je vais l'envoyer systématiquement à tous les participants, puisqu'on a la liste hein, du webinaire d'aujourd'hui. Je me permets juste de vous remercier, vous féliciter. Et moi, ce que je vois, c'est que je trouve les éclairages extrêmement intéressants et je les mets en relief les nouvelles fonctionnalités offertes, puisque nous, on est en train de travailler sur les connexions au sein de groupes d'acteurs. Donc, c'est un croisement de filières. Et je trouve que regardez le rapport avec les nouvelles fonctionnalités que vous proposez, ça laisse imaginer plein de décryptages et plein de questionnements au niveau des territoires. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, donc moi je suis Agnès Colompière, je me présente, moi c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, on fait un petit tour de France. Et ben, merci beaucoup pour cette présentation qui est toujours très très riche. J'ai été surprise par un résultat et je voulais savoir un peu plus de détails quand vous avez comparé les deux grandes périodes avec les emplois dans les services, les emplois dans l'industrie, la logistique, le numérique, etc. Les emplois dans les services avaient baissé de 27% entre ces deux grandes périodes. Ouais. Et du coup, j'ai du mal à comprendre comment ça peut s'expliquer parce qu'on continue quand même à produire beaucoup de services en France. Enfin, en tout cas, il me semblait. Ou alors, je n'avais pas identifié ce mouvement-là. Donc, qu'est-ce qui a beaucoup baissé pour faire autant de baisse? Alors, il y a d'une part, je pense, certains services qui se sont déplacés vers le numérique. Alors, ce serait à creuser. Hein. Je n'ai pas regardé précisément ce point, effectivement. Mais de tête, je vois comme ça deux éléments de réponse. Il y a d'une part un certain nombre de services qui se sont déplacés vers le numérique, notamment tout le secteur bancaire classique qui perd des emplois et qui est probablement concurrencé par tout ce qui est banque en ligne. Donc, il y a un déplacement du service traditionnel vers le numérique. Et le deuxième élément que je peux voir aussi, c'est il y a eu un grand boom dans les années, ça devait être 2009, 2010, 2011, de tous les emplois suite à la loi Borloo. Donc, il y avait eu beaucoup de développement d'agences type O2 et autres, services à domicile. Et ça s'est plutôt tassé dans la deuxième période. Donc, de mémoire, ça doit être ces deux effets qui doivent expliquer une bonne partie de la baisse. D'accord, ok. Et puis, autre chose par rapport au plan de relance, donc ça, c'est vrai, c'est quelque chose que nous, on a essayé de regarder un petit peu sur Auvergne-Rhône-Alpes, puisque le gouvernement a mis en ligne l'open data sur le plan de relance, et on a quand même constaté qu'il y avait énormément de projets industriels dans notre région qui avaient bénéficié des aides du plan de relance. Alors, est-ce que c'est conjoncturel? Est-ce que ça va juste être le temps du plan de relance? Est-ce que ça va se prolonger derrière avec d'autres aides de l'État? Parce qu'après le plan de relance, il y aura autre chose. Enfin, il y a d'autres dispositifs. Est-ce que là-dessus, vous pourriez mettre en place, alors je ne sais pas comment, mais lier les projets industriels aux aides publiques de l'État pour qu'on puisse remonter dans votre plateforme? Enfin, je ne sais pas si c'est possible, ou peut-être avec le mot-clé plan de relance, ça remonte déjà. Ça marche déjà très bien. En fait, ça marche déjà, d'accord. Ouais, c'est-à-dire qu'on le met dans les commentaires, dans la description du projet. Quand il y a l'intervention de France Relance, on le met. France Relance, d'accord, ok. Donc, si vous tapez France Relance, en le mettant entre guillemets, hein, pour ne pas avoir France d'un côté, Relance de l'autre, mais si vous tapez France Relance, vous voyez, il y a 775 investissements. Ça remonte comme ça, d'accord, Ouais. ok. Moi, ça, c'est intéressant pour nous.
Alors, on n'a pas tout parce que d'abord, évidemment, les services de France Relance, ils ont tous les dossiers de façon intégrale puisqu'ils les ont subventionnés, y compris des petits dossiers où ils ont mis 20 000 euros par-ci, 30 000 euros par-là. Et puis, j'ai vu aussi que dans le projet, dans France Relance, il y a des types de projets qu'on n'a pas du tout, qui sont des réfections de toits d'école, des choses comme ça, qui ne sont pas des projets industriels. Ok, très bien. Et puis, c'est vrai que sinon, ce qu'on disait tout à l'heure sur la filière nucléaire, en effet, ça va être, je pense, intéressant. Enfin, nous, au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quelque chose qu'on a commencé à regarder parce qu'on a pas mal d'entreprises, mais bon, on n'est certainement pas la plus grande. Enfin, si peut-être on est la plus grande région parce qu'on a beaucoup de centrales nucléaires. En tout cas, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a regardé dans notre étude. Voilà, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de voir avec les nouvelles décisions comment ça peut se développer. Cette filière peut se développer. Bah, ça peut être un travail pour la prochaine édition et la création d'un tag aussi filière nucléaire. C'est possible qu'on réfléchisse à ça parce que avec le mot-clé nucléaire, plus quelques mots-clés liés à des entreprises type Areva et autres, enfin Orano, on doit pouvoir identifier pas mal de choses. Ok. On va réfléchir à ça, oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Oui, bonjour, je suis Christophe Lanzy du département études de l'APEC. Donc, nous venons de mener une grande enquête sur les recrutements de cadres, notamment en 2021. Et en fait, on obtient des résultats un petit peu en décalage par rapport à ce que vous venez de présenter. À savoir, bon, nous, on a fait un gros focus sur le niveau avant-crise, notamment dans l'industrie, où on s'aperçoit que quasiment tous les secteurs que nous enquêtons sont fortement en retrait par rapport à ce qu'on pouvait observer en 2019, alors que bon, c'est vrai qu'il y a une bonne dynamique en 2021, mais on reste très, très en deçà des niveaux d'avant-crise, alors que parallèlement, tous les services à forte valeur ajoutée tels que l'ingénierie, l'informatique ou encore le conseil aux entreprises est très, très bien positionné. Bon, après, nous, on raisonne en emploi cadre, hein, en recrutement de cadre, bien évidemment. Donc, on est un petit peu en décalage par rapport à certains des résultats présentés. Mais... Alors, sur l'industrie, je pense qu'il y a aussi quelques grands projets qui ont été annoncés, spécialement en 2020-2021. Qui sont pour lesquels les recrutements sont à faire encore. Tous les grands projets de type batterie, fabrication de panneaux solaires, véhicules électriques, sont des projets à plusieurs centaines d'emplois, donc les recrutements ne sont pas encore lancés. Et par ailleurs, je ne sais pas comment vous traitez la question de l'intérim. Est-ce que vous le mettez dans l'industrie ou pas, ou est-ce que Alors nous, l'intérim, c'est très, c'est une valeur. Enfin, on n'en prend pas. Non, elle est pas prise en compte parce qu'en fait, donc nous, on s'intéresse qu'à l'emploi cadre notamment. Et lorsqu'on interroge les entreprises sur leur intention de recrutement ou les recrutements réalisés, ce sont des recrutements de CDD de plus d'1 an ou de CDI. Donc, bien évidemment, puis dans le travail intérimaire, il y a une proportion de cadres très très faible. Donc, c'est vrai que c'est une modalité de travail qui intéresse peu les cadres finalement, enfin quantitativement bien évidemment. Oui, mais je me demande si la reprise de l'industrie ne se traduit pas d'abord par une reprise de l'emploi intérimaire non cadre, avec probablement une consolidation derrière. Et de toute façon, chez nous, l'industrie, les activités industrielles ont des taux d'encadrement bien inférieurs à ce qu'on peut retrouver dans l'informatique, le conseil ou l'ingénierie R&D, bien évidemment. Donc, il y a aussi cela qui biaise bien évidemment qui permet aussi d'expliquer pourquoi on peut avoir des résultats un petit peu différents d'une analyse à l'autre. Après, il y a aussi toute la ligne sur les activités de siège, quartier général et services internes qui concernent aussi en partie les activités sièges de l'industrie. Et donc, d'accord, oui, ça peut se retrouver ici. La partie plutôt cadre de l'industrie qui continue à faire des rationalisations de coûts. Hein. D'accord. C'est juste qu'on est toujours sur une analyse de flux. De toute façon, ici, on n'a pas de stock. Donc, il peut y avoir des effets selon le volume. C'est pas exactement... l'industrie recrée de l'emploi en 2021 alors qu'elle en a beaucoup supprimé en 2020. Bon, voilà, ce qui compte, c'est vraiment la dynamique dans nos données de toute façon pour complémenter peut-être, pour être complémentaire d'une analyse plus de volume.
Mais la dynamique est certainement positive dans l'industrie, même pour les cadres, je pense. C'est vrai que nous, on raisonne en stock, effectivement. Mais, Et c'est pour ça que comme là, il n'y a pas d'élément de stock ici, on est vraiment sur... il faut prendre en compte que la dynamique, quoi. D'accord. Après, sur la dynamique, effectivement, on voit que lorsqu'on se compare à l'année 2021 en termes de recrutement de cadres, c'est effectivement tous les feux sont ouverts dans l'industrie aussi, hein. Mais lorsqu'on se réfère, nous, à l'avant-crise, à savoir l'année un petit peu dite classique où tout était bien orienté, enfin, il n'y avait pas d'événements de choc exogène majeur. Voilà, on est encore en deçà, enfin, et notamment dans l'industrie, on reste en deçà de ce qu'on pouvait observer en 2019. Voilà. Alors là, c'est intéressant parce que, a priori, là, en 2021, on est largement au-dessus, nous, si on regarde que les flux. Depuis 2017, on le voit, on est presque le double. Donc, certainement, je pense que ça va peut-être avoir un impact sur les stocks en 2022-2023. Oui, peut-être, oui, effectivement. Ouais. Parce que, en tout cas, c'est pas compliqué, sur 12 ans de données, c'est la première fois qu'on a de l'industrie qui est aussi forte, peut-être, sauf. Non, c'est ça, c'est la première fois qu'elle est numéro 1 déjà en termes de création nette. Ouais. Après, je pense, je ne sais pas si vous m'entendez, je pense que tout ce qui est plan France Relance, pour l'industrie, c'est souvent des nouvelles lignes qui vont être installées et il n'y aura pas forcément des cadres. En fait, ça va être plus de l'employé, de l'ouvrier. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'au niveau cadre. Après, nous, effectivement, le prisme des cadres déforme les choses, hein, parce que nous, l'industrie, c'est à peu près 12-13% des recrutements de cadres. Donc, voilà, c'est pas le gros des troupes, hein, ce sont véritablement dans les activités de service à forte valeur ajoutée, on va retrouver les gros moteurs de l'emploi cadre. Donc, voilà, ceci explique aussi cela, quoi. Et il faut se demander aussi s'il n'y a pas un déplacement, un peu comme il y a dans les services, des cadres de l'industrie vers les startups. C'est-à-dire qu'il y a des cadres qui vont aller travailler dans des startups qui ont une activité un peu industrielle ou développement de produits très innovants, qui seront ensuite rachetés par des grands groupes éventuellement. Mais il y a peut-être un déplacement de tous les cadres qui étaient auparavant dans les services de recherche-développement, ou les services de développement ou l'innovation, qui sont peut-être dans des startups maintenant. Oui, de toute façon, on a un découpage sectoriel qui diffère du vôtre, hein. Lorsque vous parliez de la pharmacie et des biotech, nous, les biotech, elles sont dans l'ingénierie R&D. Donc, vous voyez ça, voilà, il y a il y a aussi des découpages sectoriels qui ne sont pas les mêmes d'une étude à l'autre, hein, d'une analyse à l'autre. Ce que je vous ai montré là tout à l'heure, ce que j'ai appelé biotech, hein, c'est effectivement, elles sont dans le secteur 71. Donc oui, nous, on les répertorie d'ingénierie, c'est effectivement. Ouais. Ouais. Christophe, ce que disait Marlène, qui est analyste chez nous à Trendéo, c'est juste, vous pouvez très bien aujourd'hui sur un export Excel récupérer le taux de cadre dans les créations SENET et faire exactement la même chose que ce que David a fait ici concernant que les cadres. Sachant qu'on a un retraitement quand on a l'information, évidemment. Et donc, Marlène disait que de temps en temps, ils ont des informations, notamment pour le France Relance, qui dit que cette usine va être exclusivement des ouvriers. Donc là, c'est concret. On sait qu'on ne met pas de cadre, on n'applique pas le ratio. Oui, tout à fait. Oui, j'avais vu ça, effectivement. Donc, ça vous fait déjà peut-être un complément d'analyse à ce que vous avez déjà sur l'analyse des stocks que vous avez peut-être avec si vous avez un manque de vision, de tendance, de dynamique, avec des exemples concrets à donner. Peut-être que oui, c'est très complémentaire pour effectivement éclairer certains, parce qu'après nous on va dans les territoires aussi, on regarde un petit peu ce qui se passe par région, ce qui se passe et dans le secteur d'activité, et c'est vrai que pouvoir l'illustrer par des éléments concrets de création de projets avec oui, c'est tout à fait. Donc, en utilisant le ratio de cadres que l'APEC nous a fourni, plus le travail des analystes qui, sur chaque information, rajoute 100% de cadres ou 0 dans la fiche, ça vous fait déjà, je pense, une vision déjà plus que là c'est tous les types de métiers. Donc, oui, effectivement, on avait déjà utilisé cette fonctionnalité qui est très très intéressante. Je confirme. Génial. Une autre
questions? On va peut-être prendre un Par rapport débat. à la robotique, Oui, alors effectivement, c'est un tag qui pourrait être intéressant, sachant qu'aujourd'hui, la recherche par mots-clés robot marche bien. Mais effectivement, c'est un tag qu'on a suivi un moment à titre un peu expérimental et qu'on pourrait, qui fait partie de ce qu'on pourrait mettre. Ouais. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, Antoine Gambard, Business France. Tout d'abord, merci pour cette présentation, David. Toujours riche en informations pour nous. Et Business France rejoint aussi pas mal des conclusions de ce rapport aussi, même si le périmètre est un petit peu différent. J'avais une question un petit peu liée à la robotique, mais plutôt en lien avec le segment numérique, d'ailleurs, qu'on voit sur le slide actuellement. Je voulais savoir quelle était la part du numérique appliqué directement à l'industriel par rapport au reste, parce que c'est un segment sur lequel nous, on travaille de plus en plus aujourd'hui, et c'est-à-dire l'IoT, c'est-à-dire le big data, l'intelligence artificielle, etc., directement appliqué à du serviciel industriel ou au service de la numérisation, robotisation, etc., des processus de production. Ça, c'est un travail qu'il faut faire quasiment projet par projet, mais le premier type d'analyse, ça va être de prendre le secteur numérique, donc le type d'activité numérique et éventuellement des secteurs industriels. Donc de prendre au niveau du secteur détaillé tous les secteurs chimie, pharmacie et autres. Donc si on va prendre le numérique dans la chimie pharmacie, voilà, on a 3 projets. Et puis d'aller regarder aussi de façon un peu systématique les secteurs 71 et 72 qui sont farcis de c'est tous les secteurs recherche-développement qui correspondent à la recherche-développement de beaucoup de secteurs. Mais c'est vrai que ça relève de… Globalement, on peut dire que si on prend les startups, par exemple, et qu'on les répartit par secteur d'activité en allant chercher celles qui sont dans des secteurs industriels, de mémoire, on doit avoir une vingtaine de pourcents dans des activités industrielles. Ce qui est une autre façon de voir les choses, hein, les startups par rapport au type d'activité numérique, parce qu'il y a des startups qui sont pas que autour du code, qui sont effectivement dans la robotique ou dans de la fabrication. D'accord, ok, merci. Et du coup, ça, c'est presque un travail de tag qu'il faut faire semaine après semaine à partir des nouveaux projets. David, sinon, faire activité numérique répartie par partie d'activité, tout simplement, et regarder quelle est la part de la production industrielle dans le numérique. Oui, c'est déjà ça. ça. Ouais. Ça, c'est très facile, ça, en 2 secondes. En 2 secondes, sur la base, ça vous donne un exemple de la part, et ensuite, après, effectivement, un par un pour pour aller peut-être un peu plus loin, mais juste numérique, déjà, en regardant la visualisation graphique, voilà, ça arrive. Attends, non, je sais pas. Je vais remettre le numérique. Tac, voilà. Donc, on n'est pas sur les secteurs détaillés, mais on peut les mettre, hein, les secteurs détaillés, si on les clique tout. On est sur l'activité du site, mais l'activité du site, sachant que bon, la production industrielle, c'est… non, pas secteur, du coup, tu peux faire activité du site. Tout ça. Ah oui, mais non. Voilà. Là, j'ai pris tous les projets, numériques, donc on peut aller, il peut être intéressant d'aller creuser dans l'ingénierie. Ouais, c'est ça. Alors, il n'y a pas beaucoup de secteurs industriels, ils n'apparaissent pas en premier. Hein. Non, mais ils Hébergement apparaissent pas. informatique, bon, il y a des choses. Bon, de toute façon, les secteurs industriels, c'est du secteur 10 au secteur 32, en gros. Ouais. Donc, c'est assez facile. On les clique et on fait ça. Et vous avez un… Maintenant, il suffit d'aller rajouter le secteur agrégé industrie manufacturière. Hein. Si on veut, voilà, industrie manufacturière. Ah ben voilà, parfait. C'est ça, ouais. Ça, c'est le mieux. Donc là, on a réparation de machines, matériel informatique, industrie automobile. Ça fait pas beaucoup de projets, hein. Ça fait 160 projets. Tac. On va, voilà, visualisation d'image 3D, je fais de la microscopie. Donc là, on a des projets très techno. Mais je pense qu'il faut combiner. Antoine, on pourra en reparler éventuellement, mais je pense qu'il faut combiner plusieurs types d'approches parce que c'est vraiment un sujet complexe, sachant que c'est quelque chose sur lequel on travaille pour BPI France, qui nous a demandé avec lesquels on travaille pour suivre éventuellement les startups avec un potentiel d'industrialisation.
Donc, c'est un sujet relativement proche qui va probablement avancer d'ici la fin d'année. D'accord, ok. Merci bien. Voilà, on va s'arrêter parce qu'on dépasse là déjà de 10 minutes. Donc, on ne veut pas trop vous prendre de temps. Est-ce qu'il y a une dernière question éventuellement? Ok. S'il n'y a pas de questions, merci beaucoup. Donc, on espère que vous nous ferez un retour à la fois sur le contenu de cette présentation, ce que vous souhaitez pour la prochaine, et puis éventuellement un retour sur les critères de l'usine du futur et l'utilisation des tags que vous faites, et puis remontez-nous les autres questions et remarques que vous avez sur l'utilisation de la base. On est tous à votre service. Et donc, on recommencera l'exercice probablement en septembre, sachant qu'on se pose toujours la question de savoir si l'analyse du premier semestre, on l'a fait en juillet, quitte à ce que les gens soient en vacances, ou bien en septembre. Je pense que on les fera plutôt à la mi-septembre. Merci beaucoup à tous. Bonne fin d'après-midi et bon week-end.